Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Guy Bultink, qui, pendant toute sa carrière, a été commandant de navire. Et il va nous parler aujourd'hui d'un sujet qui paraît pointu, mais qui ne l'est pas du tout. Il va nous parler en fait de la culture et de la commercialisation de la banane au XIXe et au XXe siècle. Et par le biais de ce sujet, on va voir comment le capitalisme est né véritablement. Alors la première question, Guy, que je vais te poser est la suivante. Tu as donc été commandant de navire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'une part ce que c'est qu'un commandant de navire, parce qu'il y a souvent une ambiguïté ou une ignorance que l'on a et l'on confond souvent capitaine et commandant, ce n'est pas la même chose, et d'autre part nous dire un petit peu où tes voyages, en résumé bien entendu, où tes voyages t'ont mené sur la surface du globe et quelles étaient les marchandises que tes navires transportaient. Eh bien, c'est très simple. Pour commencer, qui suis-je comme commandant de navire? Voilà. Je suis, à l'opposé de ce qu'on croit, un commandant n'est pas un capitaine. Bien sûr, je suis capitaine au long cours. Ça veut dire que j'ai fait des études et que j'ai un brevet de capitaine au long cours. Ça veut dire que foncièrement, je suis un marin. Mais un commandant est autre chose que ça. Un commandant est avant tout un gestionnaire, un homme d'affaires. Il gère une entreprise qui est le navire et où il y a tous les ingrédients d'une entreprise normale. C'est-à-dire qu'il y a un produit, le transport, il y a un service technique, forcément, il y a beaucoup de techniques à bord, il y a un service personnel, il y a un service financier, il y a un service médical, il y a un service juridique. Donc tout ça englobe la fonction de commandant. Le mot le dit bien, on commande dans l'ensemble de l'opération. Tandis qu'un vrai chef d'entreprise. C'est un vrai chef d'entreprise. Bien sûr, avant d'avoir été commandant, je suis marin et je suis aussi officier. Je sais manœuvrer un navire, c'est évident. Entendu. Et je sais trouver mon chemin en mer, c'est évident. Bien entendu. Un commandant, c'est autre chose. Maintenant, tout ça m'a amené, j'allais dire aux quatre coins du monde, mais c'était une drôle d'expression évidemment. Ah, oui. Mais effectivement, il n'y a pas un continent qui m'est étranger. Et très modestement, je dis toujours, je ne suis jamais allé au pôle Sud. Je veux dire que de l'Extrême-Orient à l'Amérique du Nord, du Sud, l'Europe, l'Afrique, oui. Tu as circulé. J'ai circulé partout. Ouais, il faut aussi nuancer. Je n'ai pas dit que je connais tous les continents. J'ai été plus de 100 fois aux États-Unis, mais je n'ai jamais été en Arizona. Entendons-nous bien. Voilà. Oui, oui. Voilà. Et pour ce que tu as transporté, alors? Pour ce que j'ai transporté, alors là, j'ai, au cours de ma carrière, fait divers types de navires. Et là, ça va aussi des marchandises générales aux minéraliers. Le minéralier, c'est le grain, c'est le charbon, c'est l'acier. Les conteneurs, les grimiers, qui m'ont beaucoup appris avec l'Afrique, parce que là, j'ai chargé du bois en Afrique, qui était une aventure en soi. Bref, j'ai un peu fait tout. Et puis après, quand j'ai arrêté de naviguer, je suis devenu CEO, chef d'entreprise de l'armement, chef d'armement. Oui. J'ai géré toute une flotte de navires, citernes. Alors là, dans les citernes, il y a tout aussi. Il y a bien sûr le pétrole brut, le pétrole fini, mais aussi tous les produits chimiques liquides. Oui, donc tu as véritablement eu, comment dirais-je, été dans un véritable observatoire, je dirais, de l'économie mondiale. Donc ça t'a permis d'observer à partir de l'endroit où tu te trouvais sur ces navires et dans les ports. Donc, comment dirais-je, c'était un observatoire tout à fait intéressant et passionnant pour voir en fait comment et dans quelles conditions des produits tout à fait essentiels à notre vie quotidienne, tant sur le plan alimentaire que sur le plan énergétique par exemple, mais il y a encore bien d'autres secteurs, et donc tu es un témoin tout à fait privilégié de notre temps, de notre époque, si je puis dire. Tu as peut-être quelque chose à ajouter. Tu as tout à fait raison, tu vas dire, il n'y a pas de meilleur observatoire. Le transport maritime est le thermomètre par définition de toute notre vie. Il ne faut pas oublier où que vous soyez. Ici, si je regarde autour de moi,
95% de tout ce que je vois a un jour été sur un navire. C'est ça. Sous forme d'énergie, sous forme de minerais, sous forme de bois, sous forme de tout, hein, la nourriture. Ouais, donc le transport, quand les navires s'arrêtent, tout s'arrête. Tout ça. Donc c'est le meilleur thermomètre pour connaître l'état d'une économie. Et bien sûr, on peut varier ça avec l'économie d'Extrême-Orient, du Moyen-Orient, de l'Amérique du Nord, du Sud, etc. Hein, on prend un pays X et on voit quelle est l'intensité des échanges économiques par marin, navire, et on a pris le pôle du B. Alors, je te propose maintenant, puisque les présentations sont faites, de nous expliquer ce qui t'a amené à étudier plus particulièrement à la fois la culture et la commercialisation des bananes. Est-ce que tu pourrais préciser un petit peu quelles circonstances et pourquoi tu t'es intéressé plus particulièrement à cela? Ben, c'est contraint, forcé, j'allais dire. Oui, oui, pour des raisons... Et professionnel, le hasard a voulu que pendant 7 ans, je n'ai fait que transporter des bananes. Maintenant, ce n'est pas 7 ans d'affilée, c'est 7 ans sur une quinzaine d'années. Donc j'ai pu voir l'évolution. Et puis j'ai eu, appelons ça de la chance ou pas, de faire pour ce genre de transport des voyages un peu exceptionnels dans des pays un peu plus compliqués. Je parle de la Libye, je parle des pays de l'Est, où bien sûr, il faut se rendre compte que c'était avant les communications que nous avons maintenant, avant Internet, avant les satellites, où un commandant, l'homme d'affaires que j'étais, allait là avec son navire et devait vendre ces bananes. Ah, oui, oui, tout le côté commercial qui était là. Et bien sûr, là, sûr. j'ai appris beaucoup de choses, hein, parce qu'à l'origine, moi, la banane, c'était un fruit comme un autre, hein, mais là, j'ai appris à l'état des maladies, des choses que j'avais, des discussions, oui. des Donc, qualités. en fait, on voit bien que le rôle d'un commandant de navire est vraiment beaucoup plus large, beaucoup plus important qu'on pourrait l'imaginer quand on est un profane, je dirais, qu'on ne connaît pas du tout la profession. On voit qu'effectivement, ben, il a un rôle, je dirais, essentiel, presque de général, dans l'organisation même du commerce en particulier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer maintenant en quoi la culture des bananes est tellement importante dans notre vie? Il faut d'abord savoir que la culture des bananes est l'une des plus anciennes cultures au monde. Elle a commencé 5000 ans avant notre ère, donc depuis 7000 ans on cultive la banane. Et elle est originaire de la Guinée-Papouasie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pardon, et elle a mis 6500 ans à traverser le monde. C'est-à-dire qu'elle a commencé par l'Asie, puis elle a traversé l'Afrique, elle est arrivée en Amérique centrale avec les conquistadors en 1500. Et ça veut dire que depuis 1500, donc depuis 500 ans, dans la zone tropicale, la banane est un aliment de base. On mange des bananes avec du poisson, on mange des bananes avec... Hein, il y a plusieurs sortes de bananes, tout ça, c'est plus large que ça. Et donc c'est vraiment quelque chose qui, pour ces peuples, est essentiel. Et c'est ça qui m'a... C'est une première constatation que j'ai compris, avec alors les voyages qui m'ont permis de comprendre un peu mieux les tenants et les aboutissants. Voilà d'où vient... je ne dis pas ma passion, ma connaissance, tout simplement. Bien entendu, bien entendu. Est-ce que tu pourrais nous expliquer maintenant comment tout a commencé, si je puis dire? Cette culture et cette commercialisation de la banane s'est faite graduellement à partir du 19e siècle. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu dans quel contexte et quel a été l'enchaînement des faits pour le 19e siècle et le début du 20e? Enfin, ça c'est à toi de déterminer les limites chronologiques propres à l'histoire de la banane, puisque c'est de ça dont il est question. Eh bien, c'est pour ça que ce n'est pas le hasard que ce soit un marin qui vous en parle. Là, en 1870, un armateur décide d'ouvrir une ligne entre Boston et le Venezuela. On est tout le temps de la marine à voile. Le voyage dure 5 à 6 semaines et la distance est trop longue pour ne pas faire un arrêt pour se ravitailler. Et on décide de s'arrêter à la Jamaïque. Donc on part du nord des États-Unis, on arrive en Jamaïque,
on prend des vivres frais, et comme je viens de vous l'expliquer, les vivres frais là-bas, c'est des bananes. On va au Venezuela, rebanane. On repasse en Jamaïque, toujours banane, et on arrive à Boston, fin du voyage, et pendant les 3/4 du voyage, on a mangé des bananes. Mais il reste quelques bananes. Et à Boston, ça fait sensation. C'est un fruit qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu, qui vaut le prix du caviar, je suppose. C'est exceptionnel. Ça, c'est une chose. Maintenant, passons toujours à la même date, 1870, dans un autre pays, le Costa Rica. Costa Rica, qui est une république démocratique, une des plus anciennes au monde, une des 22 pays les plus démocratiques. Antérieure à la Belgique, de 1822, et qui est toujours démocratique aujourd'hui d'ailleurs. Et en 1870, donc au moment où on mange des bananes pour la première fois à Boston, est élu tout à fait démocratiquement un certain José Garcia qui rêve de développer son pays. Maintenant, il faut s'imaginer que ce pays, c'est la grandeur de la Belgique, mais il y a 70 000 habitants. Il n'y a rien comme richesse, il n'y a rien comme économie, il y a un peu d'agriculture et tout s'arrête là. Alors, à l'époque, il n'y a que 2 villes, la capitale qui est San José et Puerto Limón. Et des 2, Puerto Limón est nettement la plus importante parce que c'est par Puerto Limón qu'on est relié à l'extérieur du monde. À l'extérieur du monde, à l'époque, c'était la Nouvelle-Orléans, où il y avait aussi des navires à voile, les mêmes que ceux dont on vient de parler, puisqu'on est dans la même période. Hein, ouais, ouais. Mais eux, le voyage, c'était plus court, on ne faisait que 2 semaines. Alors ce Garcia, il a une idée, il veut marquer son temps, il veut développer son pays, et à l'époque, on est en pleine révolution industrielle, la vapeur fait place partout, et il se dit, la seule chose que je dois d'abord faire, si je veux faire quelque chose ici dans mon pays, c'est créer un chemin de fer qui relie Puerto Limón à San José. C'est un trajet qui fait 200 km, 100 km à vol d'oiseau, mais il faut savoir que San José se trouve sur le restant de la cordillère des Andes, il se trouve à 1100 mètres d'eau. Donc on n'y va pas en ligne droite. Il fait venir pour ça le spécialiste de l'époque, un certain mec qui construit déjà au Chili et dans d'autres pays, a construit des chemins de fer. Nous ne sommes pas dans un truc extraordinaire. À l'époque, c'était le genre de travaux qu'on faisait, et ça prenait grosso modo 20 ans. Et un an après son élection, ce qui est tout à fait exceptionnel, on commence à construire le chemin de fer. Beaucoup de hommes politiques pourraient en prendre de la graine. On savait prendre des décisions en ce temps-là. Mais le bonhomme est assez âgé. Il va mourir en 1877, nous sommes en 1871. Et c'est son neveu, Cooper Kate, qui finalement va construire ce chemin de fer. Et les types, ils savent s'y prendre et tout va très bien, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Sauf que, quand on quitte Puerto Limón, après, disons 15 km, 20 km, on se trouve face à un problème qu'on n'avait encore jamais connu à l'époque. Tout à fait nouveau, exceptionnel, personne n'y avait pensé, on ne peut pas penser à tout. Mais comme je vous ai dit, le Costa Rica est un pays sous-peuplé. Et dès qu'on quitte un centre, il n'y a plus rien, il n'y a surtout plus d'agriculture, il n'y a plus de nourriture pour les hommes. Alors là, problème. Et comme on est dans une zone où la base de la nourriture est la banane, Cooper Kate a l'idée de dire, ben, plantons des bananes. Et il faut savoir qu'un plant de banane donne des fruits très rapidement. En 3 mois, vous avez un magnifique régime. Il le sait, donc il commence à planter ses bananes, et il va envoyer une équipe en avance, où il estimera être 3 mois plus tard, pour planter des bananes. Et son chemin de fer va progresser comme ça, de plantation en plantation. Et tout va très bien, je dis que c'est un pro. Seulement après 10 ans, en 1882, le Costa Rica n'a plus d'argent. Vraiment, le pays est trop pauvre pour se payer un chemin de fer. C'est curieux quand on s'appelle Costa Rica, qui veut dire la côte riche. Oui, mais ça, c'est les Espagnols qui l'avaient fait. Ils étaient trop d'abord trompés, en effet. Et donc, voilà, le Costa Rica dit, bon, merci, on vous paye ce qu'on a fait, mais on arrête les frais. Et Cooper Kate est affûté, il va jusqu'à Londres, et il emprunte à la Banque d'Angleterre 1 200 000 livres sterling de l'époque. Il revient au Costa Rica et il fait une proposition
qu'ils ne peuvent pas refuser. C'est-à-dire, il dit, bon, moi je vais finir votre chemin de fer, j'y mets deux conditions. Un, que le territoire, les terrains en bordure du rail m'appartiennent et deviennent une zone hors taxe, parce qu'il se dit, une fois que ce chemin de fer sera fait, sera construit, ces terrains vaudront l'or. Il y a des tas de gens qui voudront s'y intéresser, s'installer, il y aura une industrie qui va se développer, donc c'est magnifique. Et puis il est vraiment gourmand, il se dit oui, et en plus je veux un dividende de 99 ans sur les revenus du chemin de fer. Parce qu'il se dit, tout ce qui va être produit dans cette zone sera transporté par ce chemin de fer vers Puerto Limón, puisque c'est la sortie obligée. Costa Rica qui n'a pas le choix, ou dit bon, vas-y, on te suit. Et effectivement, en 1890, c'est-à-dire 18 ans après le début des travaux, le premier train arrive à San José. Bon, magnifique, techniquement c'est beau. San José reçoit une jolie petite gare à la place, mais... Et aujourd'hui encore, Thomas Gardia est considéré comme le père de la nation, parce qu'effectivement, c'est au départ de ce chemin de fer que le pays va se développer. Mais restons en 1890. Le Costa Rica ne compte toujours que 70 000 habitants. Et personne ne s'intéresse à ces terrains en bordure du chemin de fer. Et puis, ce chemin de fer, ben, il y a quelques gens qui le prennent, mais vraiment, c'est la catastrophe pour Kate. Hein. Pour Kate, il se dit, oui, mais moi j'ai 1,2 million à rembourser, et ben, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et là, il a une idée géniale. Il se dit, mais j'ai des plantations. Et à ce moment-là, il a quand même 20 ans d'expérience dans la culture de la banane. Hein. Ce n'était plus un débutant. Il a un chemin de fer juste à côté, qui le conduit vers un port. Et là, grand changement, on est maintenant en 1890, les navires sont devenus à vapeur. Et il y a un navire passager qui relie Puerto Limón à la Nouvelle-Orléans. Et quelle est la grande différence? C'est qu'un navire à vapeur passager est un navire rapide et un navire régulier. Donc il sait quand le navire va arriver, il sait quand il doit faire couper ses bananes, quand son train doit fonctionner, et du coup il se dit, bah, avec ça, je vais faire de l'argent. Et il a raison, parce que immédiatement, à la Nouvelle-Orléans, cette fois-ci, ces bananes se vendent à prix d'or. Revenons maintenant à mon premier armateur, celui qui trimballait, qui prenait des bananes, mais simplement comme nourriture. Il dit, mais enfin, je suis con. Pourquoi est-ce que moi je ne cherche pas des bananes non plus? Je pourrais aussi les vendre ici. Et du coup, il commence à planter des bananes en Jamaïque, lui. Et 3 ans après, effectivement, à New York, les premières bananes sont vendues 8 fois le prix de production. Donc vraiment, c'est une affaire en or. Et nos deux compères se rencontrent et décident de grandir ensemble et créent en 1899 la United Fruit Company. C'est pour ça que ça s'appelle United Fruit Company. Donc les deux... Et j'ai tendance à dire, c'est là que les États-Unis sont devenus une république bananière. Mais ça, on verra plus tard. Voilà, ça c'est le début Alors, il faut maintenant revenir dans les... Ceci dit, petite parenthèse, hein. Je ne sais pas si tu as entendu, il y a 3 ou 4 jours, il y a Vladimir Poutine qui, pour dire que ça n'avait pas de sens qu'il ait pu intervenir dans l'élection, comment dirais-je, présidentielle aux États-Unis, a dit, c'était à la Douma ou ailleurs, il a dit, ben enfin les États-Unis ne sont quand même pas une république bananière. Je ne sais pas si tu as entendu ça, mais enfin il se trompait, bravo. Ça faisait écho en tout cas à ton propos actuel. Je t'écoute. Mais donc revenons dans les Caraïbes, surtout du Costa Rica vers la Nouvelle-Orléans, il y a maintenant un navire passager qui passe là avec la régularité et qui est exploité par la United Fruit. Je suis bien, c'est un navire passager, mais il prend aussi des bananes parce qu'on ne sait pas prendre des milliers de tonnes de bananes, personne ne les mangerait. Donc c'est quand même c'est un produit d'appoint encore, hein, mais très, très lucratif. Et d'autres pays, entre autres le Guatemala, voient ces navires passagers passer avec la régularité du monde devant sa porte et disent, mais enfin, est-ce que vous ne pourriez pas vous arrêter pour prendre au moins notre poste? Il faut s'imaginer que tous ces pays, je parle du Guatemala, du Honduras, de Belize, tous ces pays sont sous-développés, il n'y a personne, il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'industrie. Donc le Guatemala, c'est à peu près le Costa Rica, hein, c'est aussi 2-3 fois la Belgique, c'est une des plus grands, mais il y a
encore moins de monde. Bon, les navires arrivent, oui, d'accord, on va prendre votre poste au passage. Bien sûr, ils ont une idée derrière la tête. Si on s'arrête au passage, comme on amènera aussi des passagers. Et puis, si on est là, ben, on prendra un peu de chargement. Et puis, ils se rendent compte que, comme au Costa Rica, les terrains agricoles sont à prendre. Je ne dis même pas acheter, parce que personne il n'y a personne. Donc, du coup, ils rachètent tous les terrains agricoles du Guatemala. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ben, on peut s'en douter. Ils plantent des bananes, ils créent un chemin de fer, parce qu'ils ont compris comment il faut faire. Et ainsi, ils diversifient leur lieu de production, et aussi, ils intensifient le produit de vente. Et je parle, maintenant, on est en 1901, quand ils s'arrêtent au Guatemala. Et en 1804, donc 4 ans plus tard, 1904, je vais, que ce soit Cuba, que ce soit le Panama, que ce soit le Costa Rica, le Nicaragua, tous ces pays ont suivi le même exemple, et partout se retrouvent des plantations de bananes. Et la United Fruit, à ce moment-là, a vraiment toute l'économie de ces pays en main. Et ça va très loin, parce que ils n'ont pas seulement l'économie, ils amènent des gens, ils ont la poste, ils ont les communications. Tout ça devient une grande industrie. Et quand en 1914, le canal de Panama s'ouvre, ils ont vite compris qu'ils ont la porte ouverte vers la côte ouest des États-Unis. Et là, ça devient une énorme machine. Et là, ils sont très inventifs. Parce que pour la première fois, ils sont une entreprise qui émerge de plusieurs économies, mais surtout de plusieurs pays. Ce ne sont pas les premiers à faire des affaires dans d'autres pays. Mais ce sont les premiers à se rendre compte que fiscalement, il y aurait peut-être intérêt à créer quelque chose de nouveau. Et ils créent la première multinationale. Ah voilà, ça c'est un élément important. C'est très important parce que notre vie actuelle est toujours gérée par ce qu'eux, ils ont inventé aujourd'hui. Là-bas. Donc, tous les échanges, les cours des dollars, les cours d'échange, tous les documents, toute la mécanique qui gère les échanges internationaux aujourd'hui sont issus de ce changement qu'ils opèrent. Et ils sont vraiment innovants parce que la prochaine multinationale ne sera que la chaîne Hilton, qui aura compris la même chose, mais avec 6 ans de retard, en 1920. Donc vraiment, United Fruit est à la pointe de tout. Là, ils ont vite fait ça. Et ainsi se développe une industrie. Maintenant, je dois vous parler d'un navire un peu spécial, je ne vais pas m'attarder là, mais il y a des Anglais d'une société qui s'appelle Fives, qui par hasard rachètent un navire au Canada. Et ils ne trouvent pas de chargement pour le ramener du Canada vers l'Angleterre. Maintenant, que fait Fives? Fives, c'est un armement anglais qui relie l'Angleterre à ses colonies, et plus spécialement à la Jamaïque. Donc, ils voulaient mettre ce navire sur la ligne Angleterre-Jamaïque. Mais ils ne trouvent pas de chargement, et ils ne savent pas quoi en faire, et ils le louent, ils le chartrent à la United Fruit. Et soudain, les Anglais comprennent qu'il y a moyen de faire de l'argent avec des bananes. C'était nouveau aussi, parce qu'en Europe, on ne connaissait pas le fruit. On n'avait jamais entendu parler de bananes. Ils disent, mais on peut faire la même chose. Et on est en quelle année là? On est là en 1904. C'est ça, d'accord. En 1904, les Anglais se disent, mais on pourra faire la même chose, on va aussi en Jamaïque, nous. Oui, mais la distance est bien plus longue. Là, c'est une toute autre échelle. Ils disent, ces bananes ne tiendront jamais le coup pendant le voyage. Et en 1904, ils construisent un navire passager avec, pour la première fois, des cales frigorifiques. Et c'est le premier transporteur de bananes au monde, le port Moran. Et ainsi, la banane arrive aussi en Europe. La United Fruit a vite compris que ça pourrait être un concurrent et rachète Fives. Mais les deux entités vont garder leur nom et leur marché séparés pour des raisons commerciales. United Fruits fera toujours l'Amérique du Nord, Fives sera l'Europe. Ça, c'est comme ça que la banane pénètre aussi en Europe.
Et en 1930, ils sont absolument le premier opérateur économique de toute l'Amérique centrale. Ouais. Tout ce que tu dis est tout à fait passionnant. Moi, ce qui me frappe dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, on voit tout le processus du capitalisme qui existe déjà depuis longtemps, mais qui se met véritablement en place avec ces formes modernes, hein, en particulier les multinationales que tu as citées, mais toute une série d'autres éléments, la concentration du capital. Je trouve que tout le monde dans lequel on vit prend vraiment forme et visage sous nos yeux à la suite de tout ce que tu es en train de nous expliquer. Est-ce que tu penses que c'est déjà un peu tôt, à moins que tu aies encore d'autres choses justement à dire, d'aborder les liens entre économie et politique, à moins que tu aies encore d'autres choses à expliquer dans la voie dans laquelle tu étais, quand je dis économie et politique, le rôle que les États-Unis ont pu intervenir. Mais progresse à ton rythme, hein, parce que tout ce que tu dis est tellement passionnant qu'il n'y a pas de raison que nos auditeurs et nos auditrices n'en profitent pas. Donc, bien avant, je voudrais quand même dire, bon, on est en 1930, la guerre se passe, et bien sûr, après la guerre, il y a une demande de plus en plus de ce produit, et ça devient, je vais abréger, mais il faut quand même comprendre que ça devient vraiment quelque chose de très très important. En 84, la United Fruit commet l'erreur, j'allais dire, pour eux, de revendre Feist. Et à ce moment-là, ils n'ont plus le monopole. Et ça va les affaiblir terriblement. Parce que là, on va voir arriver d'autres, je ne vais pas citer toutes les noms, mais Dole ou même Max Havelaar, tout ça. Tout le monde va s'y mettre et dire, mais nous aussi, on peut faire des bananes. Et alors, je vais terminer par ça. En 2014, ils décident de racheter Feist pour reprendre du poil de la bête et reprendre donc tout à fait récemment, il y a 2 ans. Donc, oui. Et là, au moment où ils veulent racheter, d'autres financiers, brésiliens entre autres, voient une chance pour eux de consolider leur force. Et eux, ils font une proposition que cette fois-ci, United Fruit ne s'est pas racheté. Maintenant, pour la compréhension, je dois dire qu'en 1984, United Fruit est devenu Chiquita. C'est ça. Hein? Donc nous parlons maintenant de Chiquita. Mais c'est la même société, elle a changé de nom en 1984 pour, tantôt je reviendrai, pour faire oublier un passé qui n'était pas tellement flamboyant. Hein? Donc Chiquita, à ce moment-là, se fait avaler par des Brésiliens, Safra et Cooper. Et pour l'instant, aujourd'hui, Chiquita n'est non plus le plus grand producteur de bananes, il l'est toujours évidemment, mais c'est le plus grand négociant en fruits au monde. Donc ils ont largement dépassé maintenant l'Amérique centrale. Par exemple, tous les jus de fruits d'orange et tout ça que vous voyez, que vous croyez pouvoir, plein de vitamines le matin, ça vient de chez eux, c'est transporté en tanker. Tu parlais tantôt de quel navire tu navigué, des tankers comme du pétrole. Le jus de fruits frais est transporté comme ça. C'est ça. Voilà, ça c'est une chose. Alors, peut-être savoir, pour comprendre bien comment est-ce qu'ils sont arrivés aussi à cette puissance, il faut revenir à ce que je disais tantôt. Les pays où ils ont commencé n'étaient pas peuplés, il n'y avait personne. Ils ont racheté les terrains agricoles où il n'y avait personne. Donc, ils ont dû loger leur personnel. Qui dit loger, ils ont dû penser aux générations futures. C'est-à-dire, ils ont dû encadrer la jeunesse, des écoles, des mouvements de jeunesse. Finalement, ils ont dû tout faire. La caserne des pompiers leur appartenait. Oui, c'est ça. Les hôpitaux leur appartenaient. Et là, un petit détail, mais qui vaut son pesant d'or, même en 1904-1905, les premiers hôpitaux de United Fruit ont commencé à germer. Et il y avait déjà à l'époque des médicaments qui devaient se garder au frais. Donc, qui dit garder au frais dit frigo, et qui dit frigo dit électricité. Et qui dit électricité dit station de radio, qui permettait de communiquer avec les navires, mais qui permettait aussi aux gens de la rue, j'allais dire, de téléphoner vers l'extérieur. Donc ils avaient aussi toutes les communications de ces pays en bas. Donc ils englobaient tout. Et c'est comme ça qu'ils ont eu cette puissance énorme. Forcément, ces pays n'avaient rien d'autre où on travaillait chez United Fruit, ou chez Kita, où on crevait de faim. C'était simple.
Mais quand on travaillait chez United, on était mal payé, mais il faut quand même dire, il y avait le côté social, il y avait les soins, il y avait dans l'intérêt. Pas monter On va d'âme. parler des aspects sociaux. Ça c'est après. Voilà. Alors pour revenir maintenant. Oui, il y a peut-être une chose sur laquelle je voudrais faire une petite parenthèse. À ma connaissance, d'après ce que tu as pu m'expliquer ailleurs, il n'y a pas 36 sortes de bananes sur le marché aussi. Non. Voilà. Il existe, du point de vue biologique, botanique, des tas de sortes, des bananes différentes, mais dans les faits, concrètement, tu pourrais nous expliquer pourquoi il n'y en a qu'une aussi. Eh bien, oui, là je reviens, donc je vous ai dit que les bananes, là, ce qu'on appelle le plant de banane, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas un arbre, c'est une herbe. Et parce que c'est une herbe, c'est la plus grande herbe du monde, elle pousse 20 à 30 cm par jour. C'est spectaculaire. Et au bout de 3 mois, je vous dis, c'est pour ça qu'il y a un beau régime de banane qui est là. Maintenant, la banane, ça a l'air simple comme ça, mais est un fruit. Ce n'est pas une lapalissade, ce que je dis. Parce qu'un fruit, par définition, quand on le met, contient la semence, et quand on le met en terre, il y a une plante qui pousse. Et quand on ouvre une banane, j'allais dire à l'état sauvage, il y a plein de graines. Il y a plein de graines. Et quand ces graines grossissent, on peut comparer ça à des graines comme dans une pastèque. Des gros graines. Donc c'est vraiment, c'est immangeable au fond. Voilà. Et personne n'achèterait ça. Donc, comme on fait aujourd'hui pour des raisins autres, par croisement, on a essayé de supprimer les graines. Et quand vous ouvrez une banane maintenant, vous voyez encore les petits points noirs. Ces petits points noirs, c'est ce qui reste de la graine. C'est des fossiles. C'est des fossiles, mais ça ne donne plus de... Il n'y a plus moyen de générer une plante avec ça. Non. Alors là, on a un gros problème, évidemment, parce que le seul moyen de générer une autre plante, c'est par un rejet de la racine. Voilà. Hein? Et donc, quand on voit un plant de banane, on voit le plant principal, avec la fleur ou le régime en formation. On voit un deuxième rejet qui fait 1 mètre ou quoi d'eau, et puis un tout petit qui fait 10 cm. Et à ce régime-là, on parvient à produire par plant un régime de bananes par mois, puisqu'il faut 3 mois. Mais toutes ces bananes sont des clones. Et aujourd'hui, 98% de toutes les bananes sont des Cavendish. Il n'y a pas d'autres bananes sur les marchés. Quoi que vous pensez, toutes les marques, toutes les provenances, les grandes, les petites, c'est toute la même banane, c'est tous les mêmes fruits. Y compris des, comment dirais-je, des marques comme Max Havelaar ou des choses comme ça qui... Il n'existe pas d'autres bananes, il en existe. Hein. Oui, et alors il y a la banane du snob, j'allais dire, qui vient des îles Canaries ou d'autres. Et bien sûr, on peut en trouver, mais avouez que c'est vraiment excessivement rare. C'est pas la banane normale. Alors il y a aussi... Il y a aussi des questions Il y a des calibres, justement. De calibre. Il y a des calibres. Donc, dans une caisse, ce qui fait la qualité, puisque toutes les bananes sont les mêmes, quelle que soit la marque. Oui. Mais c'est la qualité avec laquelle elles sont empaquetées qui fait la différence. Je m'explique. Dans une caisse de bananes, 22 kilos, toutes les bananes doivent avoir absolument la même diamètre et la même longueur. Pourquoi? Parce que quand elles vont rentrer dans les chambres de mûrissement, si elles ne sont pas identiques, les grandes vont rester vertes, les petites vont pourrir. Dans affaire à un produit de seconde main. Donc c'est ça qui fait la qualité de la banane. Et bien sûr, là on peut, alors, je ne fais pas de commentaire, trouver une marque mieux que l'autre, c'est possible. Mais par exemple aussi, dans un régime, il y a des grandes et des petites bananes. Eh bien, toutes les petites bananes se retrouvent dans une caisse et sont alors dirigées vers des écoles, vers des homes, des trucs comme ça. On disait des petites bananes. Non, c'est les mêmes. Elles sont plus petites parce que forcément, dans un régime, il y a plusieurs tailles. Et au fond, c'est ce qui explique aussi, comment dirais-je, le format des caisses elles-mêmes, celles qui servent à déménager. C'est que s'il y a des trous, enfin tu peux nous expliquer ceci, parce que c'est pas sans intérêt, puisqu'on a tous utilisé des caisses. Ah oui, on a tous déménagé avec des caisses de bananes. Voilà. Pour l'humanité, c'est pourquoi il y a ces trous? Enfin, peux-tu nous expliquer un peu comment ça se passe dans un navire? Ah oui, comment ça se passe? Que fait un navire? Eh bien, tout simplement, on va réduire la température du pulpe de la banane, de l'intérieur de la banane. On va le descendre à 15,5 degrés. En dessous de 15,5 degrés, la banane, qui est un fruit
exotique, ne l'oublions pas, ne sait plus mûrir. Donc elle ne meurt pas, mais elle s'est stabilisée. Par contre, à 13 degrés et demi, elle meurt. C'est un fruit exotique. Et peu de gens s'en rendent compte, et je suis toujours effrayé quand, maintenant, en hiver, je vais sur le marché et que je vois des bananes. Ces fruits sont morts. Beaucoup de gens vont prendre des bananes un peu vertes en espérant les faire mûrir chez eux, mais elles vont devenir grises puisqu'elles sont mortes, elles ne vont pas mûrir. Donc méfiez-vous, quand vous achetez des bananes l'hiver, elles doivent au moins être à plus 13 degrés et demi. Et mon épouse m'a interdit de l'accompagner parce que j'ai un thermomètre que je ne peux pas encore vérifier. Bon, ça c'est la petite histoire, mais voilà. Donc, alors comment est-ce qu'on refroidit ça à bord? Eh bien, c'est un système de ventilation verticale, c'est-à-dire que l'air dans le plancher a des tas de petits trous par où passe l'air froid, qui doit traverser la boîte de banane et récupérer par au-dessus. C'est pour ça qu'une boîte de banane est toujours ouverte en dessous et au-dessus pour laisser passer le flux d'air. Et c'est contrôlé, parce que je parlais en centigrades, mais en fait, nous travaillons en Fahrenheit parce que c'est beaucoup plus précis. Donc, on travaille de 56 degrés à 60 degrés, et c'est au 10e de degré Fahrenheit que nous travaillons. Bien, donc, évidemment, c'est toute la valeur de la marchandise qui peut être foutue. Hein. Un compresseur qui dérègle, voilà. Est-ce que maintenant tu pourrais peut-être revenir à la question que je t'avais posée antérieurement, oui, c'est-à-dire les liens entre économie et politique, et en quoi, au fond, les bananes sont intervenus comme acteurs de la vie politique internationale, d'une certaine manière? Eh bien, donc, je t'ai expliqué là tantôt l'importance de la société de United Fruit, de Chiquitas, l'impact sur l'économie. Et il faut aussi savoir que les propriétaires, les actionnaires de cette société, de United Fruit, étaient au fond des dirigeants des États-Unis. Je m'explique. Il y a la famille Dulles, Alan Dulles, qui était le directeur de la CIA, John Dulles, aussi connu John Foster Dulles, qui était ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État, comme ils disent. Ils étaient aussi... Donc, Alan était le directeur général de la United Fruit. John était le conseiller juridique, mais surtout... Du président, non, le conseil juridique de la société. Oui. Mais surtout, ils étaient les actionnaires principaux. Voilà, ouais. Et alors, on peut maintenant, je ne vais pas trop m'étendre, parce que là, je pourrais parler pendant des heures, mais je peux citer un exemple comme ça qui s'est passé au Honduras. Au Honduras, en 1900, je trompe peut-être d'un an ou deux, de 34 à 44, en 1944, oui. Nous avons eu un bon général Obispo qui, très brave, est à la mode des États-Unis, et United Fruit ne paye absolument pas d'impôts. Imaginez-vous un pays où toute la terre agricole appartient à United Fruit et qui ne paye pas d'impôts. Je ne vois plus très bien ce qui reste, hein, un peu les droits de port ou des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est parce que beaucoup de gens parlent de république bananière, mais en ne se rendant pas compte quel est le substrat économique, politique qu'il y a derrière tout ça, parce que c'est devenu une expression courante, mais on ne réfléchit pas vraiment à ce qu'il y a derrière ce mot république bananière. Je reviens à ce que j'ai dit avant, c'était les États-Unis qui étaient une république bananière. Oui, parce que quand ce brave général, un jour il y a eu un couac là, politique, oui. Il y a toujours le truc que personne n'attend. Voilà qu'un, j'allais dire un gauchisant, mais c'est un brave type au fond, se fait élire président et veut... Dans quel pays alors? On parle de Honduras. Hein. Au Honduras, oui. Ce brave homme veut faire payer des impôts à United Fruit. Oui, évidemment. Ce qui est totalement impensable. Eh bien, j'ai retrouvé, pour ceux qui veulent, j'ai été recherché dans les archives des États-Unis, la manière dont Alan Dulles, le CIA, et John ont fait intervenir et la CIA, et l'armée, et l'aviation américaine pour remplacer le type. C'est ça. Alors, on se dit, oui, mais... Ah oui, bien sûr. Hein? Il y a d'autres exemples à Santa Marta, en Colombie, en 1908 ou 10, peu importe, c'est pas ça. Là aussi, il y a des gens qui, soudain,
veulent ne plus travailler que 8 heures par jour et 6 jours par semaine. Et en plus, ils ont l'audace de demander un contrat écrit, ce qui est totalement impensable. Alors, c'est toujours les mêmes, les propriétaires, mais qui sont à la tête des États-Unis, imposent à la Colombie de faire arrêter ça immédiatement. J'ai retrouvé la communication entre le secrétaire d'État de l'époque et le consul des États-Unis à Santa Marta, où on demande au consul très clairement où en est la situation. Nous avons imposé à la Colombie d'intervenir, qu'est-ce qu'ils font? Et le brave homme répond, parce qu'il fait son boulot, il dit, eh bien, je peux vous rassurer, les troupes ont reçu l'ordre de ne pas épargner de munitions. Mais tout va bien, pour l'instant, on a déjà 50 morts. Et tout se termine par 1 millier de morts, comme ça. Et on voit, pour revenir en Colombie, mais alors en 2007, donc vous voyez, ça va dans tous les sens, ils ont payé des hommes, des milices privées, toujours pour refroidir l'enthousiasme des travailleurs qui avaient l'audace de exiger des choses que nous trouvons normales, au fond. La presse l'a su, et ils ont été condamnés à 25 millions à rembourser aux familles. Je n'ai pas retrouvé le chiffre exact, et pour ça je suis très prudent quand j'affirme quelque chose. Je sais de quoi je parle, mais ici, on parle de 10 000 morts. Bon, moi je dis des centaines de morts. Et vous vous rendez compte qu'en 2007, des centaines de morts pour des bananes, je ne parle pas des FARC, hein, je ne parle pas de la drogue, je parle de bananes. C'est impensable. Et je peux citer d'autres exemples, en 75, et là c'était encore pas mal non plus. Toujours au Honduras, Eli Black, qui est le président à l'époque de United Fruit, qui est encore United Fruit, qui n'est pas encore Chiquita, paye 3 millions au président pour ne pas devoir payer d'impôts sur place. La presse le sait, ça fait tâche, et à la bourse de New York, les actions de la United Fruit s'écroulent. Alors il faut faire quelque chose, parce qu'on doit... Et la seule chose qu'on a trouvée, c'est que ce brave Eli Black se jette très spontanément, il dit c'est moi qui ai tout fait, il se jette très spontanément du 44e étage de ce qui était encore le Panama Building à New York, et s'écrase dans la rue. Ce que personne n'a trouvé étrange, c'est que cet immeuble était air conditionné, et qu'il n'y avait pas moyen d'ouvrir une fenêtre. Donc, ils ont employé plusieurs trucs, et ils sont allés jusqu'à tuer leurs propres hommes pour... Il faut toujours voir si ça, il faut voir qui était réellement d'ailleurs, c'était les actionnaires. Hein. Et alors, quand je repars, oui, je reviens là tantôt à ce que je disais en Colombie avec le consul là. Le département d'État, nous avons donné l'ordre à l'armée colombienne de défendre les intérêts des États-Unis. Il ne parle pas de bananes, il parle des intérêts des États-Unis. Donc on voit bien que c'est très 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 lié. Je peux vous en citer encore, ils ont encore fait des coups d'État. Mais même Zelaya, il n'y a pas longtemps, au Honduras, attendez, là je me trompe, je ne sais. En 2000, il était élu en 2006, et en 2009, il a toujours la même idée, faire payer les impôts. Ils l'ont balayé en 2 mois, il n'y a eu que 300 morts, je crois. Donc, mais ce qui est intéressant, je dirais, on n'en est pas encore à la morale de l'histoire, quoique on y est bien avancé, c'est que autant je crois qu'il n'y a plus que quelques naïfs qui imaginent que les États-Unis sont intervenus au Moyen-Orient, soit pour défendre la démocratie, les droits de l'homme, ou même pour défendre la sécurité de la planète. On a bien vu que ce n'était pas le cas avec Bush, par exemple. Mais maintenant, ce que tu nous apprends et que tu nous illustres surtout, c'est que non seulement, ce n'est même pas pour des raisons géostratégiques, c'est tout simplement pour des intérêts privés. Et que, donc c'est ça qui est... Donc on va encore plus loin. Quand on creuse, ce n'est même pas pour des motifs, je dirais, propres à une puissance en tant que telle, non. Derrière la puissance, il y a des acteurs privés qui pensent à leur pognon, excusez-moi l'expression, et qui raisonnent en termes d'intérêt vraiment privés, quoi, si je comprends bien tout ce que tu nous expliques. Donc là, je dirais, c'est d'autant plus inquiétant, et ça devrait, comment dirais-je, pour ceux qui nous écoutent,
comment dirais-je, affûter leur esprit critique quand on entend des informations constamment sur des produits divers. Hein. Bon, tu nous donnes l'exemple de la banane, mais enfin, j'imagine que pour des tas d'autres produits, et le pétrole entre autres, on pourrait longuement argumenter sur ce sujet-là, ça c'est sûr. Est-ce que je pourrais maintenant t'interroger sur tout ce qui concerne les implications sur les économies et les sociétés locales? Tu nous as beaucoup parlé des aspects politiques maintenant, mais quand on voit la vie au niveau de l'économie de la société locale, hein, en faisant pas abstraction évidemment des puissances qui sont au-dessus de tout ça, mais quel est l'impact sur leur conditions de vie, sur leur état de santé également. Est-ce que tu pourrais nous expliquer tout ça? Parce qu'il y a quand même des choses à dire, je crois. Il y a des choses à dire, mais... de vie, au niveau des salaires, au niveau de la manière dont on cultive ces bananes aussi. Bien sûr, la manière dont on cultive ces bananes, c'est dès le départ de manière intensive. Ça veut dire que les produits chimiques sont maîtres, à tel point que les plantations sont désaffectées aussi bien à terre que par avion. Donc il y a des avions qui survolent continuellement les plantations et qui déversent des tonnes et des tonnes de produits divers là au-dessus. À un tel point même que quand on va dans une plantation de bananes, je parle d'une plantation dont on parle, je ne vais pas en Afrique ou quoi, on se comprend bien, où la culture est intensive et où elle appartient à ces grands groupes. On est dans un laboratoire, hein. Il n'y a pas une araignée, il n'y a pas une mouche, il n'y a rien. Et pour protéger les fruits, puisque les fruits doivent être protégés, ils grandissent, ils naissent sous plastique. Il y a des plastiques, des folios de plastique qui les recouvrent, justement pour empêcher qu'ils prennent les fruits. Donc vous imaginez bien que travailler dans des conditions pareilles nuise à la santé des gens qui travaillent. Hein, parce qu'il y a quand même des travaux qui doivent encore être faits manuellement. Couper les bananes par exemple, il faut être même costaud, hein, parce qu'un régime ça fait quand même 30 ou 40 kilos, hein, c'est pas rien. Hein, donc il faut prendre ça sur son dos. Donc il y a ça. Alors après ça, il y a toute la transformation, mais la mise en boîte, si j'allais dire. D'abord, les bananes vont dans des bains pour éviter toute moisissure, mais il y a des gens qui toute la journée sont penchés sur ces bains et tripotent avec leurs mains là-dedans. Bien sûr, on dira qu'ils ont des gants, oui. Enfin bon, je laisse ça. Après, il y a la calibration dont j'ai parlé, on les pèse, on les étiquette, on les met en boîte. Et jusqu'il y a 15 ans, les caisses de bananes étaient chargées sur les navires à la main. Donc chacun prenait 2 caisses de bananes sur son dos, donc 44 kilos, et par une planche, rien d'autre, montait comme ça à bord, et puis dans les cales redescendait. Donc il y avait deux planches, une pour monter et une pour descendre. On descendait avec 2 caisses de bananes, on montait 100 kilos. C'était donc... Et on a prétendu que c'était pour aider le social, pour donner du travail à tout le monde, parce que les machines auraient donc privé des gens de travail. C'était la bonne excuse, évidemment. Mais je veux dire donc que tout est lié à ça. Alors toutes les entreprises annexes sont liées à ça. Il y a par exemple les transporteurs de camions, les camions, mais les routes appartenaient à United Fruit. Les chemins de fer appartenaient à les ports appartenaient à et puis ce qu'ils avaient surtout, c'était ça leur arme suprême, les navires. Parce qu'une banane là-bas, ça ne vaut pas grand-chose. Ici, ça vaut quelque chose. Déplacer, et là on revient de nouveau dans l'économie, vous déplacez quelque chose sur quelques milliers de kilomètres, et c'est la même chose pour le pétrole, c'est la même chose pour du minerai de fer. Hein. C'est ça qui fait la valeur ajoutée. Hein. Et là on revient dans ce qu'on disait là tantôt, l'important du transport maritime. Hein. C'est lui qui équilibre, déséquilibre tout l'ensemble. Hein. Cette banane là-bas, elle pousse presque le long des rues. Hein. C'est pas de la mauvaise herbe, mais je veux dire, c'est le transport qui fait la différence.
Est-ce que tu as des informations sur le montant des salaires là-bas par rapport, et par rapport, je dirais, au coût de la vie, pour voir un petit peu. Oui. Parce que parfois il y a des salaires dont les montants ne veulent peut-être pas dire grand-chose, mais est-ce que tu as une idée sur le salaire mensuel de ceux qui coupent les bananes, de ceux qui les transportent, pour avoir un ordre de grandeur? Oui, écoutez, l'ordre de grandeur, comme c'est difficile à dire parce que ça n'a pas beaucoup de sens si on compare. Mais je peux vous assurer que le travailleur reçoit entre 1,5 à 2% du prix que nous payons. C'est ce qui va au travailleur. Hein? Et avec ça, il faut être honnête, il peut vivre. Il peut vivre. Je n'ai pas dit survivre, mais il n'a aucune sécurité. Il peut être mis à pied à tout moment. Il peut donc c'est là évidemment l'exploitation. C'est des conditions. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite et tout ça. Hein, donc, on peut vivre. Il faut aussi dire ce qui m'a frappé dans ces pays, et j'ai reconnu la même chose en Afrique. C'est des pays pauvres, mais ce n'est pas des pays misérables. Oui. Il y a une différence. Oui, je Hein, comprends. les gens ont une certaine joie de vivre. Il ne faut pas dire le contraire. Ce serait. Non. Faut pas. Mais je dis, c'est surtout ce manque de sécurité qui fait peur. Oui. Et les gens s'en rendent compte. Ils savent aussi hein, qu'à tout moment, ils peuvent être virés. Il suffit qu'un United Fruit ou le Chiquita aujourd'hui décide de déplacer. Et ça s'est passé. Par exemple, il y a au Costa Rica, la moitié des plantations du côté Pacifique n'existent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont regroupé ça. Donc, et alors là, ça fait mal. Parce que ces gens se retrouvent sans rien. À part ça, il n'y a toujours rien. Hein. Mais ce que l'on ne peut pas mettre en doute, même si effectivement tu nous expliques bien qu'il faut distinguer la pauvreté de la misère, il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même une véritable exploitation quand on voit ce qu'ils touchent eux réellement, et d'autre part les profits qu'on peut imaginer quand même assez importants de ces multinationales qui travaillent et qui exploitent, qui transportent, qui mettent en vente tout la banane. Enfin, je suppose. Bon, moi, je n'ai aucune idée des chiffres, hein, mais pour avoir une idée, quand même, on peut imaginer que le ratio entre ce que... Même s'il y a beaucoup d'intervenants, hein, je suis bien d'accord qu'entre celui qui coupe la banane et ce qui arrive en bout de course en Europe, il y a toute une série d'opérateurs économiques. On est bien d'accord qu'ils doivent être rémunérés aussi. Mais on peut imaginer quand même que les actionnaires qui ont des parts dans ces sociétés ont quand même, en bout de course, des avantages qui sont pas négligeables du tout. Enfin, je suppose, hein, je n'y connais rien. Je ne suis pas économiste, et toi, tu as été patron, et tu peux certainement donner un commentaire plus averti que le mien, hein, ça c'est sûr. Je crois que dans le raisonnement, il faut bien se rendre compte qu'ici, je vais parler de saucissonnage. Oui. Et c'est pour ça que c'est impossible de répondre. Je m'explique. Dans un pays de production, on prend le Costa Rica ou un autre, commercialement, on ne ramasse pas de l'or, hein, puisqu'on vend les bananes à un prix. Et c'est tout le mécanisme de la multinationale. Les bénéfices se font ailleurs. Ils ne sont bien sûr sans aucun rapport, mais fiscalement, il n'y a pas de rapport non plus. On achète ici, je dis en Belgique par exemple, les bananes à prix, on les revend à un autre prix, et c'est ici que se fait le bénéfice. Mais si la maison mère se trouve encore ailleurs, enfin, je veux dire, il y a des mécanismes qui font que les bénéfices s'échappent de la Belgique aussi. Donc le bénéfice final n'a plus rien à voir avec l'économie du pays originel. C'est vraiment, c'est toutes des choses différentes. Et c'est ça évidemment le secret, c'est qu'on ne parvient pas à retracer la route. Hein. Donc c'est le mécanisme qui a été mis qu'ils ont inventé justement pour ça. Et maintenant, je reviens quand même aux actionnaires. Oui. Parce qu'on se trompe souvent, on croit toujours que ces multinationales s'en font plein les poches, mais souvent, quand on voit qui est l'actionnariat,
ce sont souvent des fonds de pension et des choses comme ça. Et parfois on oublie que c'est nous-mêmes qui sommes les actionnaires, hein, et on n'ose pas le dire. Mais quand nous, on notre fonds de pension, le rapport pas assez, on râle. Hein. Bien sûr. Et quelque part, on est un peu complice aussi de ce système. Certainement. Et peu de gens se rendent compte de ça. Ils croient toujours que c'est 2 ou 3 personnes qui se remplissent les poches. Non, non, ce serait trop simple. Ce serait trop simple. Oui, bien sûr. C'est tout le système qui... Bien sûr. Mais enfin, tout à l'heure, tu as quand même évoqué des membres de l'administration des États-Unis qui étaient quand même des gros patrons, des gros actionnaires. Hein, je veux dire, voilà, c'est ça. J'ai bien compris. Oui, bien entendu, mais c'est vrai que le capital... Le capital court très vite. Hein. Court très vite. Et me dire maintenant, le rapport, le ratio... Oui. J'ai cité là tantôt un chiffre, au départ, c'était 1 à 8, le bénéfice. C'est ça. Ça peut donner une idée. Et je suis sûr que c'est encore ça. Dans les années... Là, je vais parler quand même de choses que je connais. Dans les années 80, c'était de 1 à 20. C'est ça. Ça, c'est... Disons... Quand je voyais ce que coûte, parce que là j'étais en pleine action, combien coûtait une caisse de bananes là-bas. Et ici au magasin, quand je demandais à mon épouse, c'est combien le kilo, ça faisait de 1 à 20. Rapport de 1 à 20. Mais c'est ça. Où tout ça s'évaporait. Entendu. Mais écoute, nous arrivons tout doucement vers la fin de cet exposé, enfin de cette interview, à moins que tu aies un événement ou des éléments qui te viennent vraiment à l'esprit maintenant et qui méritent d'être évoqués. Sinon, je voudrais te remercier. Hein, donc, Guy, je répète le nom de mon invité aujourd'hui, Guy Bultink, parce que ce que tu nous as expliqué est tout à fait passionnant. C'est pour ça que je t'ai invité. Je t'ai déjà écouté en d'autres occasions. Je trouvais que, et je sais d'ailleurs que tu as plus d'un sujet dans ton sac sur le pétrole, les énergies fossiles, le canal de Panama. Tu voudrais nous en raconter. Enfin, c'est pas raconter ce que tu fais, c'est expliquer. Il y a quand même une grande différence. Ce que j'apprécie en particulier chez toi, c'est que tu envisages vraiment les différentes facettes du sujet que tu étudies. Tu es très complet, tu n'as pas une vision qui porte, je dirais, sur un aspect particulier. Je crois que tu as fait le tour à la fois culture, commercialisation, il y a l'aspect historique, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect politique, il y a l'aspect social également, il y a l'aspect environnemental que tu as évoqué également, et je trouve ça tout à fait passionnant pour ma part. Je suis sûr que nos auditeurs et nos auditrices iront certainement dans le même sens. Et donc, voilà, je voulais te remercier pour l'entretien que tu m'as accordé. Et sauf si tu as encore quelque chose à ajouter, ben enfin, tu as parlé longuement et tu as droit au repos du guerrier maintenant, ou plutôt du commandant. Voilà, et encore merci.